Donc, on va commencer le cours hémosidérose, donc l'observation, mais ça va être à partir d'une observation clinique, d'accord? Donc, c'est une petite fille. Je perds ma petite. Un peu bloquée. Voilà. Donc, c'est une petite fille âgée de 3 ans qui a été hospitalisée pour pneumopathie bilatérale. Donc, elle est issue de parents non consanguins. Il n'y avait pas de décès en bas âge, il n'y avait rien de particulier au niveau de la famille. Il n'y avait pas de notion de comptage particulier, pas d'animaux domestiques ni d'oiseaux dans l'entourage, où elle vient pour la première fois pour pneumopathie bilatérale. Donc la grossesse était bien suivie, l'accouchement par voie basse à terme, pas d'antécédents périnataux particuliers, pas de ventilation néonatale, pas de séjour en réanimation, avec un bon développement psychomoteur, une vaccination correcte. Il n'y a pas de terrain atopique ni personnel ni familial. Donc installation progressive depuis 8 mois, d'une toux chronique grasse, un état subfébrile. Donc la maman nous dit qu'il y a un amaigrissement à vue d'œil, donc qu'elle voit sa fille perdre du poids à vue d'œil, un amaigrissement de 4 kilos avec hémoptysie, des crachats hémoptoïques, parfois une hémoptysie de faible abondance, résistant aux traitements symptomatiques et aux antibiotiques, car elle a consulté en ville plusieurs pédiatres et tout sous traitement, tous ces épisodes-là ont résisté au traitement antibiotique et au traitement symptomatique avec une absence de diarrhée chronique. On a demandé les signes extra-respiratoires. Donc, tout chronique grasse, dans un contexte subfébrile, avec altération d'état général et crachat hémoptoïque. À l'examen physique, on note une pâleur cutanée muqueuse qui est intense. Elle était apyrétique, avec un hypocratisme digital qui est bien installé, un poids à 11 kg à peu près, soit au moins 2 déviations standards pour l'âge. Elle a 3 ans. Une taille à 91 cm, entre moins 1 et moins 2 de S, soit un poids sur PMT à 80%, limite de l'hypotrophie. Donc la fréquence respiratoire était à 36 cycles par minute, légèrement polypnéique. Saturation à l'air ambiant à 90%, avec un tirage intercostal et sous-costal. L'auscultation cardio-pulmonaire était normale. Donc, l'auscultation pulmonaire avec ce tableau de détresse respiratoire était strictement normale. Il n'y avait pas d'hépatomégalie ni de splénomégalie. Le reste de l'examen était sans particularité. Donc, la conduite à tenir, urgente, car le pronostic vital était mis en jeu d'emblée. C'était de la mettre sous oxygénothérapie par lunette nasale à raison de 2 litres par minute et pour avoir une saturation sensible minimale de 94%. On a titré l'oxygène pour avoir une saturation cible à 94%. On l'a mis sous antibiothérapie probabiliste et en l'occurrence, elle avait 3 ans et on l'a mise sous augmentin. Augmentin. C'était une pneumopathie bilatérale. Elle n'était pas vraiment fébrile, elle avait 37,8, 37,9. Donc, une surveillance cardio-respiratoire, une position proclive et une perfusion intraveineuse pour les besoins hydriques. Donc, on a complété par des examens complémentaires et voici sa radiographie thorax. Qui peut l'interpréter? Qu'est-ce qu'elle montre, cette radiothorax? Chenol, les femmes. Un syndrome alvéolo-interstitiel. Un syndrome alvéolaire. Radio qui est expirée, de mauvaise qualité. Oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'elle montre? À part la silhouette cardiaque qui ne te plaît pas vraiment. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On a une distension thoracique. Ouais. Et il y a un petit syndrome alvéolaire, oui. Bilatéral. Sur Bilatéral. Bilatéral, mais surtout le poumon droit, il est presque pris. Ouais. Le poumon gauche un peu moins, mais c'est un syndrome alvéolaire bilatéral. Plutôt du côté droit. Voilà, et plutôt du côté droit. Le poumon droit est presque, il est pris. Donc, on avait un groupage sanguin puisqu'il y avait des crachats hémoptoïques et une hémoptysie. Les gaz du sang montraient une PaO2 quand même à 51 mm de mercure, ce qui expliquait l'hypocratisme digital. Une saturation au niveau des gaz à 85% à l'air ambiant. L'hémoglobine était à 12,7. Et pourtant, ça contrastait avec une pâleur cutanée. Avec un VGM à 73 et un TCMH à 23,4. Quand même, il y avait une petite microcytose et une hypochromie. Le bilan d'hémostase était normal et la CRP était négative. Donc, au total, on est devant une fille de 3 ans, sans antécédent pathologique particulier, qui est hospitalisée pour pneumopathie alvéolo-interstitielle, ou allez, je alvéolo, le petit voile,
Il y a un petit voile sur les poumons aussi. Alvéolo-interstitielle, voilà, bilatérale, traînante, évoluant depuis 8 mois dans un contexte subfébrile et altération de l'état général avec des signes de mauvaise tolérance respiratoire et retentissement pondéral. Donc, c'est une pneumopathie bilatérale hypoxémiante, traînante, avec altération d'état général, signe de mauvaise tolérance respiratoire puisque le désature à l'air ambiant avec une PaO2 à 51 mm de mercure et un retentissement pondéral. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Tuberculose. Tuberculose pulmonaire, oui, c'est légitime de le proposer. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors pour infirmer ou confirmer le diagnostic? Recherche de BK dans les crachats, avec la Et pourquoi tu as évoqué la tuberculose justement devant? l'altération de l'état général, avec les hémoptysies, la pneumopathie bilatérale. Très bien, très bien. L'altération de l'état général, l'évolution traînante, tout à fait. B, deuxième hypothèse diagnostique. L'origine cardiaque aussi. Origine cardiaque, il nous faudrait une échographie cardiaque. Hein? Échographe, ouais. Oui. Quelle est la cardiopathie qui peut nous donner une hémoptysie à cet âge? Hémoptysie avec pneumopathie alvéolaire bilatérale. Valvulopathie ou la CIA. Valvulopathie à cet âge-là, CIA à cet âge-là, ما تعطيش hémoptysie, non? C'est plutôt l'HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire qui peut compliquer n'importe quelle cardiopathie complexe, ou elle a plutôt une HTAP essentielle. L'HTAP, elle peut nous donner des hémoptysies. Bref, tuberculose cardiopathique, quelles sont les hypothèses diagnostiques devant cette pneumopathie bilatérale? Dites-nous comme radiographie thorax. Est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires pour avancer ou c'est tout? Je me contacte d'une radiothorax, d'un bilan tuberculeux, d'une échographie cardiaque, à Kahao. Scanner thoracique. Scanner thoracique, allez, je n'ai pas où type d'atteinte. Plus l'atteinte alvéolo-interstitielle. Pour préciser un peu plus l'atteinte interstitielle surtout. Hein? Il y a d'autres signes associés. Il y a d'autres signes associés. À l'anamnèse ou à la fait scanner ou à la fait... Le scanner. D'autres signes associés, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu suspectes comme diagnostic? Je vais demander le scanner, allez, qu'est-ce que je suspecte comme diagnostic? Le scanner, c'est pour Maneta, allez. Quelles sont les questions auxquelles le scanner va me répondre? Bon, pour mieux caractériser la lésion élémentaire, ou... lésion élémentaire, pour voir la pneumopathie interstitielle, mais تفهمها معاكم هذيك. Des anomalies vasculaires aussi associées. Ok. D'autres hypothèses diagnostiques? Une maladie de système. Oui, très bien, très bien. Alhamdulillah. Une vascularite, une maladie de système, très bien, qui peut associer aussi bien l'HTAP et qui peut donner des hémoptysies, tout à fait. Une information, ok. On était systématique. On a évoqué une pneumopathie infectieuse, mais on s'est dit c'est traînant depuis 8 mois. Quel type d'infection qui peut être traînante aussi longtemps? Bactérienne, le CBC était négatif. Le CBC, on a complété par un ECBC quand même, il était négatif. Il n'y avait pas de syndrome inflammatoire biologique, il n'y avait pas de réponse aux antibiotiques déjà précédemment prescrits. Donc, virale, une pneumopathie infectieuse virale bilatérale. ما كاينش فما وقتها الكوفيد mais dans notre contexte on peut évoquer une atteinte Covid. D'accord? Sérologie EBV, CMV est négatif, PCR grippe était négatif. La tuberculose maladie, oui, l'IDR était négative, la recherche de BK par tubage gastrique 3 jours de suite était négative. La mucoviscidose علاش على خاطر فما l'hypotrophie, فما le tableau traînant, on appelle des DB, compliqué d'hémoptysie avec érosion des vaisseaux. Mais quand même, on a fait le test de la sueur qui était négatif, qui était inférieur à 40, donc soit 12 mètres par litre de chlore sudorale. La bronchiolite oblitérante ou la bronchiolite oblitérante avec organisation pneumonique, la BOUP, il n'y avait pas de tableau obstructif, il n'y avait pas de sibilant à l'auscultation pulmonaire. La sarcoïdose, la calcémie était à 2,2.
Le dosage de l'enzyme de conversion était à 23, donc a priori une sarcoïdose est peu probable, mais il faut aller un peu plus dans les explorations. Donc la protéinose alvéolaire, il nous fallait un LBA pour voir l'aspect macroscopique du LBA afin d'évoquer une anomalie du surfactant. T'arrives à la protéinose alvéolaire? Donc c'est une anomalie congénitale du surfactant avec un LBA qui est lactescent, qui va être lactescent. La vascularite ou maladie de système, on va compléter par les auto-anticorps ou les spécificités des auto-anticorps, les ANCA, spécificité MPO ou la protéinase. Il n'y avait pas de signe extra-pulmonaire, pas du tout. Alors là, il n'y avait pas de signe cutané, ni de signe articulaire, ni protéinurie. Donc l'hémosidérose pulmonaire au niveau, donc on a évoqué l'hémosidérose pulmonaire devant cette pneumopathie bilatérale avec un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, même en l'absence d'une anémie, mais on avait une hypochromie avec microcytose. Donc on devrait compléter par un lavage broncho-alvéolaire. Un déficit immunitaire a été évoqué, notamment un déficit immunitaire acquis, la VIH, donc sérologie négative, et un bilan immunitaire complet était normal. Donc pour avancer, on a complété par le scanner thoracique qui nous a répondu, Khalana, il y a une pneumopathie interstitielle avec des images en verre dépoli bilatérales, on a les images en verre dépoli qui sont là, et on avait donc des condensations alvéolaires un peu partout, des images alvéolaires, un complément alvéolaire un peu partout, avec une pneumopathie interstitielle. Les nodules sous-pleuraux, pas vraiment, il n'y avait pas de kyste ni de nodules sous-pleuraux, mais l'atteinte était interstitielle, aussi bien au niveau du poumon droit que du poumon gauche, on a précisé la localisation, aussi bien au niveau des lobes supérieurs que des lobes inférieurs, donc c'était une atteinte diffuse. On a complété par le lavage broncho-alvéolaire, qui était un lavage macrophagique, donc 90% de macrophages, avec 1,5% de lymphocytes, des PNN quand même à 8%, éosinophilie au niveau du LBA était à 0%, le score de Gold était à 163%. Je n'ai un score de Gold. C'est quoi le score de Gold? C'est quoi le score de Gold? Il témoigne de Schnow. C'est quoi le score? En faveur de l'hémosidérose, présence de sidérophage. Voilà. Le score de Gold, c'est une coloration particulière des alvéoles en bleu. Donc, en bleu, c'est plutôt, voilà, c'est le témoin de la présence de sidérophage, mais surtout de la coloration, donc perle qui devient positive. Donc, forcément, il est supérieur à 100. Ça témoigne d'une hémorragie intra-alvéolaire. Pas forcément diagnostic d'hémosidérose pulmonaire. C'est plutôt le témoin d'une hémorragie intra-alvéolaire. Le LBA peut être informatif du stade évolutif de la maladie. Comment le LBA pourrait être informatif du stade évolutif de la maladie de cet enfant? Le dosage des PNN. Exactement, le dosage des PNN, quand il dépasse quel chiffre ou il témoigne de Schnow? Quelle est la signification d'une élévation des PNN au niveau du lavage broncho-alvéolaire? Donc, si les PNN dépassent 0,5%, la présence de PNN, ça témoigne d'une fibrose pulmonaire. Donc, avéré, c'est une fibrose mais débutante, on y 8%, c'est vraiment un chiffre qui est très alarmant, c'est que la fibrose pulmonaire est installée. Donc, le facteur pronostic, le LBA, il peut nous répondre pour le diagnostic, on retient le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire et on explique ces opacités alvéolo-interstitielles bilatérales et ce verre dépoli avec un comblement alvéolaire bilatéral. En même temps, le pourcentage de PNN, il nous dit à quel stade évolutif on a fait le diagnostic de cette patiente. Donc, il est à 8%, c'est qu'elle est au stade de fibrose pulmonaire avérée. Donc, l'évolution, elle a été mise sous bolie de solumèdrol mensuel pendant 3 mois. La patiente était mise, entre-temps, entre les bolies sous prednisone 2 mg par kilo pendant 2 mois, puis dégression sur 12 mois. Stabilisation respiratoire, on a pu obtenir la stabilisation avec une saturation à l'air ambiant à 94%. Et voici sa radiographie thorax qui s'est un peu améliorée avec une amélioration qui est nette. L'hémoglobine est toujours à 13,2, elle n'a jamais déglobulisé, avec une hypoxémie persistante à 50 mm de mercure. Elle a été mise sous OLD et on a pu la sevrer.
progressivement sous corticothérapie. Au fait, le diagnostic a été retenu, c'était une hémosidérose pulmonaire car il n'y avait pas d'autres signes associés, hémorragie intra-alvéolaire avec exclusion des autres maladies. Donc, le bilan de retentissement de son insuffisance respiratoire chronique cratérielle, c'est une hémosidérose diagnostiquée au stade JRC. Les gaz du sang, donc PaO2 à 50 mm de mercure, saturation nocturne non faite, échographie cardiaque, on a complété par l'échographie, elle avait une PAP à 30 mm de mercure limite. La courbe de croissance, elle a repris sous régime hyperprotidique et hypercalorique. La TDM thoracique refaite, elle a fibrose pulmonaire bilatérale. Donc, comment retenir le diagnostic? Au fait, le score de Gold, il signe l'hémorragie intra-alvéolaire. Si cette hémorragie alvéolaire, intra-alvéolaire, elle est isolée, on peut retenir le diagnostic d'hémosidérose pulmonaire. Donc, le score de Gold, il a été découvert par M. Gold en 1975. Donc, on va étudier 200 à 300 macrophages alvéolaires à partir du LBA. C'est la coloration par le bleu de Prusse ou de Perls, pour mise en évidence de l'hémosidérose. Donc, à chaque cellule est attribué un score de 0 à 4 et on va étudier 200 à 300 cellules. Donc, 0, pas de couleur bleue visible, 1 cytoplasme teinté en bleu pâle, 2 petites portions de cytoplasme coloré en bleu intense ou coloration bleu modérée, donc 3, bleu profond dans tout le cytoplasme, 4 cellules remplies d'hémosidérine avec un aspect bleu sombre dans tout le cytoplasme. Donc, TEPDA bleu profond dans le cytoplasme, ou plutôt elle est remplie d'hémosidérine avec un aspect bleu sombre. Le score moyen calculé sur 100 macrophages, il est de 0 à 400. Donc, on parle de score de Gold positif s'il est supérieur à 100, fortement positif. Mais à partir de 20, il est positif. Donc, la physiopathologie de la circulation bronchique, comme tu sais, elle est l'aorte, elle irrigue les poumons. Donc, l'artère bronchique, les capillaires bronchiques, elle va irriguer la vascularisation pulmonaire via les artères bronchiques. Au fait, c'est un système à haute pression, avec un petit volume. Donc, l'hémorragie sera massive, la haute pression aortique. Par contre, si l'hémoptysie elle est de faible abondance, ou l'hémorragie elle est de faible abondance, ou elle ne se manifeste pas par une déglobulation massive, c'est qu'elle fait partie de la circulation pulmonaire, mais systémique. Mouche circulation bronchique à partir de l'aorte, c'est plutôt la circulation bronchique de l'artère pulmonaire. C'est un système à basse pression, avec un grand volume, et l'hémorragie sera diffuse, chronique, donc, et c'est le cas de notre patiente. D'ailleurs, le tableau clinique, il va te dire si c'est l'hémoptysie, elle est de grande abondance cataclysmique, elle est probablement d'origine aortique bronchique, circulation bronchique. Par contre, si l'hémoptysie elle est de faible abondance, est faite de crachats hémoptéiques et bien tolérée et chronique ou traînante, c'est plutôt la circulation pulmonaire et c'est à partir de l'artère pulmonaire qui est le système de basse pression. Donc, la définition de l'hémosidérose, c'est la présence d'hématies dans les lumières alvéolaires associées ou non à des sidérophages, macrophages alvéolaires chargés de pigments ferriques, coloration de Perls, et érythrophagocytose, phagocytose intramacrophagique des hématies. Donc, tout cela va se faire à partir du LBA. Une hémorragie intra-alvéolaire patente peut se voir à partir de l'examen macroscopique du LBA. On va retrouver un LBA qui est rosé ou uniformément rouge. À la microscopie optique, on va voir des hématies qui sont nombreuses, avec ou non des sidérophages. On a le tubage gastrique à la recherche de sidérophages. Au fait, le gold standard, c'est faire de l'ELBA, si c'est possible, on fait le LBA, la lavage broncho-alvéolaire, on va rechercher les sidérophages et on va calculer le score de Gold. L'hémorragie intra-alvéolaire occulte, définition microscopique, et on va avoir recours au score de Gold, plus ou moins, détermination du pourcentage de sidérophages. Donc, ce n'est pas obligatoire de déterminer le pourcentage de sidérophages, mais on va se baser essentiellement sur le score de Gold. Donc, l'hémorragie intra-alvéolaire, si le score de Gold est supérieur à 20, on parle d'hémorragie intra-alvéolaire. L'hémorragie intra-alvéolaire est modérée si le score de Gold est compris entre 20 et 100. Et l'hémorragie intra-alvéolaire massive ou importante si le score de Gold est supérieur à 100. Le pourcentage de sidérophage est bien corrélé au score de Gold. L'hémorragie intra-alvéolaire est définie par la présence de moins 20% de sidérophage.
si on fait le tubage gastrique à la recherche de sidérophage. Mais il faut un laboratoire qui est habitué à avoir ce genre de cellules. Donc, on va résumer les causes d'hémoptysie. Je pense que vous avez vu le cours hémoptysie avec Dr Belhaj. Donc, les causes d'hémoptysie sont essentiellement les infections, les traumatismes, les anomalies vasculaires, les troubles de la coagulation, les malformations pulmonaires, les autres causes, les syndromes hémorragiques alvéolaires. Donc, pour moi, les infections sont à évoquer de première intention, essentiellement les bronchites, les DDB, les abcès, les pneumopathies. Les traumatismes, c'est au niveau, surtout, inhalation au corps étranger, c'est à éliminer par l'anamnèse. Les anomalies vasculaires, surtout l'embolie pulmonaire, la thrombose, les malformations artério-veineuses, surtout chez l'enfant, tout ce qui est malformation MAV et hémangien. Les troubles de la coagulation, d'où un bilan systématique de la coagulation dès l'admission du patient. Les malformations pulmonaires, surtout la séquestration pulmonaire. Donc, les causes d'hémorragie alvéolaire, je vous le fais avec hémoptysie, hémorragie intra-alvéolaire. L'hémorragie intra-alvéolaire, c'est essentiellement des causes plus larges que l'hémoptysie, c'est les causes immunitaires ou bien non immunes. Les causes immunitaires, les capillarites, qui m'apprennent les vascularites, le Wegener, le PAM, goutte pasture, le lupus, l'énoxalien, le purpura rhumatoïde, la maladie de Besset, les cryoglobulinémies et l'arthrite chronique juvénile. Par contre, les causes non immunitaires, c'est l'hémosidérose pulmonaire chronique idiopathique et c'est le tableau traînant avec un score de Gold qui est positif. Or, l'exclusion des autres diagnostics qui va faire retenir le diagnostic. Le syndrome de NR qu'on va voir, l'asphyxie mort subite qui est une cause d'hémorragie intra-alvéolaire, les causes cardiovasculaires, vous avez évoqué une cardiopathie, et voilà, c'est surtout le retour veineux-pulmonaire anormal qui peut donner un syndrome alvéolaire bilatéral, les maladies véno-occlusives pulmonaires, l'atrésie de la veine pulmonaire, l'insuffisance cardiaque droite et les STAP. Donc, la triade classique de l'hémosidérose, c'est classique, mais on peut avoir des atypies. Anémie, hémoptysie et syndrome alvéolaire bilatéral. Si devant l'association de ces trois signes, on peut retenir le diagnostic ou bien l'évoquer et ensuite le confirmer. Donc, anémie, aiguë ou chronique. Hémoptysie d'installation brutale, et dans ce cas, elle sera d'origine aortique ou plutôt insidieuse d'origine pulmonaire. Syndrome alvéolaire bilatéral, diffus, asymétrique. Donc, on va parler des causes d'hémorragie intra-alvéolaire. C'est le syndrome de Heiner qui a été décrit par Heiner en 1984, qui associe une hémorragie intra-alvéolaire avec une allergie aux protéines de lait de vache. Le traitement de cette hémorragie intra-alvéolaire, on a constaté chez des enfants qui sont allaités au lait de vache, des formules de premier âge, un syndrome alvéolaire avec une anémie, avec dyspnée. Donc, éviction des protéines de lait de vache, c'est le traitement. Et on a colligé dans une série coréenne, donc 4 cas sur 40 parmi des hémorragies intra-alvéolaires, donc 4 cas de syndrome de Heiner. Le traitement, c'est juste l'éviction des protéines de lait de vache, un régime d'exclusion. Pour l'asphyxie mort subite, la première description sur décès par suffocation, c'est essentiellement, donc on a trouvé sur une série autopsique cette patient qui avait une hémorragie intra-alvéolaire sur 158. Donc on a évoqué que la mort subite est une cause d'hémorragie intra-alvéolaire. Elle survient généralement chez le petit nourrisson. Donc, le mort subite raté ou la mort subite, il peut te faire ensuite une hémorragie intra-alvéolaire, asphyxie, surtout au cours des asphyxies à glotte fermée, strangulation, étouffement. Au cours de syndrome de pénétration, les malaises à glotte fermée. Pensez à demander si le bébé dort dans le lit avec sa maman. Si le bébé il est ramené pour anémie, pâleur, avec la triade avec un syndrome alvéolaire bilatéral, on va demander si l'enfant il dort dans le lit de sa maman, s'il est étouffé d'une façon chronique avec la maman. Donc, pour l'hémosidérose pulmonaire idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. Et le message, l'hémosidérose pulmonaire idiopathique, on ne peut pas la retenir avant d'exclure tous les autres diagnostics. On a exclu les vascularites, on a les encages négatifs, on a recherché sur le plan clinique toutes les autres manifestations extra-pulmonaires.
On a exclu l'allergie aux protéines des vaches, la mort subite, on retient le diagnostic d'élimination, on retient le diagnostic d'hémocidérose pulmonaire idiopathique. Donc, cette étude internationale a colligé 274 cas d'hémocidérose pulmonaire idiopathique. Le délai diagnostique par rapport à la consultation initiale était à peu près de 2 mois. Donc, c'est un délai assez tardif, donc devant anémie, hémoptysie et syndrome alvéolaire bilatéral. 30% seulement dans cette série avaient une anémie chronique, mais 70% n'étaient pas anémiques. Mais il y avait la petite hypochromie, la petite microcytose. L'hématémèse ou l'hémoptysie a été prise pour hématémèse dans 18% des cas. L'hypnopathie était présente dans 10% des cas et l'asthme était présent dans 5% des cas. Donc, pour l'hémocidérose pulmonaire idiopathique, on a noté que le décès avant 21 ans est survenu quand même dans 7% des cas. 7 enfants sur 100 sont décédés à cause de cette hémocidérose. C'est dire que cette maladie, c'est une maladie assez sérieuse. Et le traitement, il est un peu lourd, un peu difficile. Les rechutes sont fréquentes. Donc la rechute fait l'hémocidérose pulmonaire. Dès qu'on arrête la corticothérapie, on dégraisse, là où l'enfant va rechuter. Pas de rechute dans l'année, dans 30% des cas, 1 à 2 rechutes dans l'année, dans 50% des cas selon ces études. Donc supérieur à 3 rechutes dans l'année, 16% des cas. Donc c'est une maladie qui est assez lourde à gérer. Donc selon le réseau Respirar, et cette publication qui est parue en 2013, donc 25 cas d'hémocidérose pulmonaire idiopathique, une hémoptysie a été notée dans 44% des cas, une anémie dans 64% des cas. Donc, l'anémie, elle est beaucoup plus présente, donc, mais quand même, 40% des cas n'avaient pas d'anémie. La forme était sévère, on a sévère, un score de Gold supérieur à 100 dans 9 cas. Une dyspnée était présente dans 68% des cas. L'enfant peut ne pas être dyspnéique. Notre patiente avait une fréquence respiratoire de 36 cycles par minute. Ce n'est pas vraiment la dyspnée. La toux était présente dans 48% des cas. Une pneumopathie fébrile qui a fait errer le diagnostic et on l'a mis sous antibiothérapie à tort dans 44% des cas. D'accord? Donc, voilà les tableaux cliniques essentiellement. Le scanner montre un syndrome alvéolaire bilatéral avec épaississement des septa ici, femme a des nodules sous-pleurales où les nodules sont évidentes. Donc, maintenant, la l'hémocidérose pulmonaire. On parle de l'hémocidérose pulmonaire idiopathique s'associe fréquemment à la maladie cœliaque. Donc, devant toute hémocidérose pulmonaire idiopathique, il faut demander, mais secondaire, la maladie cœliaque, elle est associée. C'est une forte association. Hémocidérose pulmonaire idiopathique associée à une maladie cœliaque, mais secondaire. Donc, la maladie cœliaque, elle est présente dans 28% des cas des hémocidéroses pulmonaires. Donc, d'où le substratum immunologique probable de l'hémocidérose. Donc, parmi ces causes d'hémorragie intra-alvéolaire, l'allergie aux protéines de lâche était positive dans 33% des cas, les ANCA étaient positifs dans 40% des cas, les anticorps antinucléaires étaient présents dans 45%, antimusclolystes dans 50%, le facteur rhumatoïde était présent dans 20% des cas, quand même un substratum qui était immunologique, dans certains cas d'hémorragie intra-alvéolaire, mais il faut retenir l'association fréquente de maladie cœliaque à l'hémorragie, à l'hémocidérose pulmonaire idiopathique et la demande systématique devant toute hémocidérose de la sérologie de la maladie cœliaque, surtout les anticorps anti-transglutaminases qui sont les plus sensibles et les plus spécifiques et les anti-endomysiens. Donc, le traitement, la corticothérapie, même on peut arrêter les corticoïdes, mais on y 7 cas sur 25, on a eu une rémission complète. On peut être amené à associer d'autres, et on va avoir une corticodépendance ou résistance. Et chez l'enfant en pleine croissance, on a un problème de corticodépendance et on a des néphrologues parmi nous et des pédiatres qui savent très bien ce que c'est que la corticodépendance et la corticorésistance. Donc, on aura besoin d'associer des immunosuppresseurs. Ces immunosuppresseurs peuvent être en seconde intention, c'est le traitement de seconde intention après une corticothérapie de longue durée de 1 an minimum.
on peut associer le MMF à raison de 600 mg par mètre carré par jour, le plaquenil à raison de 4,5 à 6 mg par kilo par jour, l'azatioprine 1 mg par kilo par jour. Et on a pu obtenir l'arrêt de la corticothérapie dans 6 cas sur 13 et ou bien la réduction dans 7 cas sur 13. Au fait, le traitement, il est très long et c'est des malades qui sont chroniques. On doit les suivre jusqu'à l'âge adulte. Donc, le conduite à tenir, il faut poser le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire meloul. Et puis, il faut faire le diagnostic différentiel d'hémoptysie pour exclure toutes les autres causes d'hémoptysie. Il faut raisonner en fonction de l'âge. Syndrome de Hainer, voilà, mort subite ratée, plutôt maladie cœliaque associée, hémocidérose pulmonaire idiopathique. Il faut faire un examen clinique complet à la recherche d'arguments pour vascularité. L'examen cutané, l'examen articulaire, l'examen la bandelette urinaire, la protéinurie de 24 heures, la fonction rénale, œil, peau, articulation, muqueuse, HTA, palper tous les pouls et quantifier la diurèse. Il faut s'aider par la radiographie du thorax de première intention. Ensuite, ne pas hésiter à demander le scanner pour justement visualiser cette pneumopathie alvéolo-interstitielle. Il faut faire l'échographie cardiaque essentiellement pour exclure les autres causes cardiaques d'hémoptysie, mais aussi pour évaluer le retentissement chronique de cette maladie qui peut donner une insuffisance respiratoire chronique, donc pour évaluer le degré de l'HTAP. Pour le malade, bien sûr. Il faut faire la fibroscopie pour le lavage broncho-alvéolaire qui fait le diagnostic de la maladie. Si elle survient sur un terrain connu ou suspect, probable de LBA. Donc, si c'est une maladie cœliaque, par exemple, un patient qui est suivi pour une maladie cœliaque, il peut développer une hémocidérose pulmonaire au cours de son évolution. Donc, bilan rénal, devant toute hémorragie intra-alvéolaire, bilan rénal, bilan auto-immun, anticorps antinucléaires, compléments, facteurs rhumatoïdes, anticorps antimusculolyses, donc les anticorps et anti-DNA, anti-SM, colchay. On va faire la sérologie de la maladie cœliaque et on va évoquer l'allergie aux protéines d'élevage. C'est une hémocidérose pulmonaire idiopathique. L'évolution, elle est corrélée à une thérapeutique qui doit être agressive dès le début. Donc, les séries internationales, le délai diagnostic de 2 mois. Malheureusement, en Tunisie, là où le délai diagnostic il est beaucoup plus lent, on voit des enfants, donc c'est très lent et on les voit à un stade d'IRC. Donc, thérapeutique agressive, thérapeutique urgente, il faut les adresser dans un centre spécialisé, il faut commencer la corticothérapie. La prise en charge, elle est réanimatoire, mais là, on arrive à les intuber et les ventiler pour une courte durée, le temps que la corticothérapie agisse. On a pris en charge des hémocidéroses et on a dû les intuber, les ventiler à la main pendant 14 heures. On a une hémocidérose, j'ai tenu client compte résidente. On l'a intubée pendant 14 heures à la main. On a commencé l'ébolie de solomèdrol. On a transfusé. Elle avait une anémie dyspnée, syndrome alvéolaire bilatéral avec hémoptysie. Et finalement, elle a été extubée au bout de 14 heures, le temps que la corticothérapie à forte dose agisse. Donc, corticothérapie, et on peut aller jusqu'à la plasmaphéreuse, femme a un substratum immunologique dans cette maladie. L'évolution, elle est variable. Elle dépend de la précocité du diagnostic. L'évolution, elle est inéluctable vers une fibrose pulmonaire, malheureusement. La chute de la DLCO et pour voir la restriction pulmonaire, le suivi, essentiellement, c'est l'imagerie où il y a à quel stade évolutif à partir du LBA diagnostic. Donc là, c'est l'apanage de l'enfant de moins de 10 ans. Il y a une association d'une hémoptysie, même de crachat hémoptoïque avec une toux sèche, une dyspnée d'effort, qui vont aboutir jusqu'à l'insuffisance respiratoire chronique. C'est une pathologie, la pathogénie est sûrement dysimmunitaire, mais on n'arrive pas à l'élucider jusqu'à ce jour. Donc, le tableau radiologique est fait d'opacité alvéolo-interstitielle bilatérale diffuse. Le diagnostic positif est essentiellement la confirmation de l'hémorragie intra-alvéolaire au niveau du LBA par le score de Gold qui doit être supérieur à 90 ans, mais à partir de 20 colopositifs. Recherche de sidérophage si on n'a pas le moyen de faire le LBA par tubage gastrique et présence de plus que 20% de sidérophage. Exclusion des autres diagnostics d'hémorragie intra-alvéolaire et ne pas oublier l'association fréquente dans à peu près 20% des cas à la maladie cœliaque. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?